On dit que les objets traités avec soin finissent par abriter une âme. Alors, que penses-tu qu'il advienne des choses que l'on jette? Quelle sorte d'âme trouve refuge dans les ordures? C'est cette pensée qui met cette histoire en mouvement. Tout commence par une enfant, attristée par la vue de sa peluche déchirée. Sa mère, pensant qu'elle aurait l'air misérable même si elle la recousait, décide de la jeter et d'en acheter une nouvelle à la place. Elle se rend au dépôt d'ordures près de chez elle, laisse tomber un sac de déchets dans les profondeurs souterraines, puis s'en va sans un mot. Pendant ce temps, une silhouette encapuchonnée observe la scène depuis l'ombre. Dans ce monde, tout comme dans le nôtre, les gens transforment vite les objets en déchets, les traitant comme des choses sans valeur, sales et jetables. Malheureusement, cette logique s'applique souvent aussi aux êtres humains. Après avoir assisté à la scène, la silhouette encapuchonnée descend dans les souterrains, là où tous les déchets de la ville sont traités. Un garde aperçoit l'intrus et pointe immédiatement son arme. Ici, l'étranger encapuchonné est connu sous le nom de voleur des décharges, ce criminel qui dérobe les ordures et ternit l'image immaculée de la cité. Le garde déclenche l'alarme et 2 soldats armés arrivent en renfort. Le voleur leur jette des sacs poubelles, gagnant juste assez de temps pour s'enfuir. Mais d'autres gardes le rattrapent et ouvrent le feu. Avec une agilité presque surhumaine, ce mystérieux jeune homme esquive chaque balle, slalomant, bondissant et roulant à travers le chaos pour échapper à ses poursuivants. Alors que d'autres gardes rejoignent la poursuite, il est frôlé par une balle, mais parvient tout de même à disparaître dans les égouts. De retour à la surface, le voleur grogne. On l'appelle toujours un voleur. Lui, il ne se voit pas du tout ainsi. Le lendemain, sur la place de la ville, 2 femmes bavardent à propos des rumeurs. Le voleur des décharges a encore frappé la nuit dernière. L'une insiste pour dire que ce criminel doit être un tribal, mais l'autre lui donne un coup de coude pour qu'elle se taise en voyant un homme tribal à proximité. Lorsqu'il s'éloigne, les 2 femmes laissent bien entendre qu'elles préféreraient que ce genre de personnes ne mettent jamais les pieds dans leur quartier. L'homme traverse le quartier chic de la ville jusqu'à atteindre les taudis, l'endroit qu'il appelle chez lui. La frontière entre ces 2 mondes est marquée par un immense mur, impossible à ignorer. Dans les taudis, les maisons sont laides et sales, et les pauvres errent dans les rues malodorantes. Même ici, les rumeurs à propos du voleur des décharges vont bon train. Beaucoup sont certains que ces frasques finiront par attirer les apôtres sur leur quartier, et ce, d'un jour à l'autre. Pendant ce temps, Rudo, occupé à réparer des objets qu'il a récupérés dans les ordures, se fait réprimander par son ami Chiwa. Encore une fois, il a mis son nez là où il ne fallait pas, et personne ne peut prédire ce que les autorités feraient s'il le surprenaient. Tout le monde ici sait à quel point la ville prend ses lois sur les déchets au sérieux. Chiwa aimerait comprendre pourquoi son ami continue de prendre autant de risques. Rudo explique que les riches jettent des choses encore parfaitement utilisables sans y réfléchir à 2 fois, et qu'il ne peut s'empêcher d'éprouver de la peine pour CSS objets abandonnés. Et puis, il a besoin d'argent pour survivre. Chiwa le taquine, disant qu'il doit vraiment aimer les ordures. Rudo s'apprête à protester, mais un groupe d'enfants au regard mauvais arrive avant qu'il ne puisse prononcer un mot. Leur chef se moque aussitôt de l'odeur de Rudo et de ses gants sales, avertissant Chiwa qu'elle finira par sentir mauvais si elle reste avec lui. Un autre garçon donne un coup de pied dans la lampe que Rudo était en train de réparer, en ricanant que personne n'achèterait un objet touché par un type aussi crasseux. Chiwa prend la défense de son ami, soulignant qu'aucun d'eux n'est si, mais les brutes ne veulent rien entendre, insistant sur le fait que Chiwa devrait rester loin d'un garçon comme Rudo, surtout parce qu'il est le fils d'un meurtrier dérangé. Selon eux, ce bidonville a été construit pour contenir les criminels, et tous les habitants ont fait des efforts pour se racheter et effacer cette étiquette. Mais tous ces efforts ont été réduits à néant lorsque le père de Rudo a tué plusieurs personnes. En entendant cela, Rudo fixe le meneur d'un regard furieux, débordant de haine pure. Terrifié, le garçon tente de prouver à tous que c'est exactement le regard d'un criminel, transpirant à grosses gouttes et marmonnant « tel père, tel fils ». Les brutes s'éloignent en rasant les murs, non sans avoir lancé un dernier avertissement. Rudo finira comme son père, un assassin. Une fois le trio parti, Chiwa essaie de réconforter son amie. Elle dit à Rudo qu'elle croit en lui, qu'il n'est pas une mauvaise personne et qu'il ne ferait jamais de mal à qui que ce soit.
Puis elle aperçoit la peluche qu'il a récupérée dans les déchets et en tombe immédiatement amoureuse. Voyant à quel point elle l'aime, Rudo tente de lui dire que c'est un cadeau. Mais sa voix est trop faible, et avant qu'il ne parvienne à prononcer les mots, la mère de Chiwa l'appelle. Comme toujours, la femme ordonne à sa fille de rester loin de Rudo. Mais Chiwa prend sa défense, pendant que Rudo, de son côté, se désole de ne pas avoir eu le courage de s'exprimer. Le mal compris. Rudo rentre chez lui la tête basse. Là, il tombe sur Recto, l'homme tribal humilié par les femmes sur la place de la ville. Recto taquine Rudo sur le fait qu'il n'ait pas réussi à offrir la peluche à Chiwa, ce qui fait paniquer Rudo lorsqu'il réalise que Recto a tout vu. Celui-ci abandonne alors la plaisanterie. Recto encourage Rudo à être plus direct sur ce qu'il veut. Puis, changeant de ton, il lui demande de lui expliquer exactement ce qui s'est passé lors de la virée aux ordures la nuit dernière. Recto pense que Rudo prend trop de risques pour de l'argent. Il est encore trop jeune et pourrait finir par se mettre dans de graves ennuis. Rudo rétorque qu'il ne s'est jamais fait attraper auparavant, mais Recto lui rappelle que cela ne change rien au fait qu'il a failli se faire tuer. Même s'ils ne partagent aucun lien de sang, Recto considère Rudo comme son fils. Il l'a recueilli alors qu'il n'était encore qu'un bébé, abandonné de tous. Rudo reconnaît ce lien et comprend pourquoi son père adoptif s'inquiète. Il lui doit une gratitude qu'il n'oubliera jamais. Alors Recto lui dit que s'il est aussi honnête avec Chiwa qu'il l'est avec tout le monde, elle finira forcément par tomber amoureuse de lui. Nerveux, Rudo manque de faire tomber la lanterne en entendant cela, et dans le mouvement, son père adoptif aperçoit l'éraflure causée par une balle sur son bras. Le visage de Recto devient grave, tandis qu'il insiste pour soigner la blessure. Et pendant qu'il y est, il décide aussi de changer les bandages de la main du garçon, lui demandant d'enlever ses gants. Recto le supplie de ne pas retourner à la décharge. Personne ne peut prévoir ce qui pourrait arriver s'il y retourne. Rudo hausse les épaules, affirmant que cette blessure n'est rien, surtout comparée aux cicatrices que son véritable père a laissées sur ses mains. Recto, soudain assombri, lui rappelle que dans cette ville, la loi a toujours été claire. Quiconque commet un crime grave est exécuté sur le champ et jeté dans l'abîme. C'est là que le père de Rudo a fini. Pour cette raison, Recto le prévient. Il doit faire extrêmement attention à ne pas connaître le même sort. Aussi loin qu'il s'en souvienne, les mains de Rudo ont toujours été noires comme la suie, marquées par une douleur insupportable qui surgissait sans prévenir, et par les regards de dégoût que les gens lui lançaient en voyant à quel point ses blessures étaient hideuses. Son esprit avait déjà été brisé dès l'enfance. Puis, un jour, Recto lui donna les gants que Rudo porte encore aujourd'hui. Ils étaient déjà vieux et usés, mais la douleur commença à s'atténuer, petit à petit. À cause de cela, Rudo ressent une dette envers cet homme qu'il ne pourra jamais rembourser. Finalement, Recto taquine son fils officieux en lui disant que s'il veut vraiment conquérir le cœur de Chiwa, il va devoir se dépêcher. Sinon, quelqu'un d'autre viendra lui voler cette jolie fille. Sur ce conseil, il lui suggère de lui offrir enfin la peluche et qui sait, peut-être même lui voler un baiser de princesse au passage. Bien sûr, fidèle à lui-même, Rudo, toujours aussi timide, réagit un peu trop vivement. 6 cris de colère résonnent à l'extérieur, là où, sans qu'il le sache, une silhouette tapie dans l'ombre rôde dans les ruelles crasseuses, juste à côté de leur porte. Recto tente tout pour décrocher un sourire à ce gamin à la mine la plus boudeuse du quartier. S'il ne pouvait pas rire sincèrement, disait-il, alors il devait faire semblant, faire comme si, jouer un rôle, faire tout ce qu'il faut. L'important, c'était d'avoir l'air plus aimable pour que la jolie fille commence à se sentir plus proche de lui. Mais c'était plus facile à dire qu'à faire. Rudo n'avait aucune confiance en ces yeux rouges sang si sauvages qui ne provoquaient chez les autres que crainte ou rejet, tout sauf de la sympathie. Tandis qu'il marche à travers le bidonville, Rudo repense à ce que les gens disent. L'abîme est une immense décharge, la destination finale de tous les déchets et de tous ceux qui commettent un crime. En y pensant, le garçon tombe justement sur un autre habitant de la ville en train d'être condamné dans le coin le plus reculé de la favela. L'homme est jeté à jamais dans le gouffre, parmi les ordures, tout comme son père, d'après les rumeurs. Alors que le criminel est condamné,
La foule en délire autour de lui répète inlassablement « À l'abîme, les déchets! À l'abîme, les déchets !» C'est à ce moment-là que Chiwa surgit et le fait sursauter de peur, le laissant totalement confus devant la fille qu'il aime. Elle lui explique que le quartier Rudo a été construit à la lisière de la ville, juste à côté de l'abîme, pour rappeler chaque jour aux pauvres qu'eux aussi pouvaient finir dans ce gouffre au moindre faux pas, qu'ils le veuillent ou non. Quand on vit à Rudo, on finit tôt ou tard par assister à une exécution. Au passage, elle lui dit qu'elle ne veut pas que Rudo finisse là-dedans et qu'il devrait écouter davantage Recto, parce que lui aussi tient à lui. En entendant ce « aussi », Rudo se dit que Chiwa laisse entendre qu'elle l'aime bien, elle aussi. Quand il aborde le sujet, tous deux se perdent dans un échange maladroit, rougissant l'un comme l'autre, jusqu'à ce que Chiwa remarque le lapin en peluche dans ses mains. Sans possibilité de fuir, il lui donne le jouet, disant que le lapin serait bien plus heureux avec elle que dans les ordures. Juste après cela, complètement chamboulé, il détale à toute allure pour aller raconter à Recto ce qui vient de se passer, impatient de voir la réaction de son père adoptif. Sur le chemin du retour, il retombe sur les apôtres en patrouille dans le bidonville, rendant tout le monde nerveux. Enfonçant la porte de chez lui, Rudo jure avoir vu Recto à l'entrée pour se rendre compte, trop tard, que son vieil ami est en train de se faire assassiner par la même silhouette mystérieuse qui rôdait autour de leur maison la veille. Pris de panique, Rudo attaque le tueur, mais il est facilement maîtrisé, blessé et forcé d'assister, impuissant, à la fuite du meurtrier. À peine vivant, Recto appelle son fils adoptif, lui suppliant de fuir pour sauver sa vie. Mais paralysé par la peur et la rage, Rudo ne veut rien d'autre que rester pour sauver son ami. Rassemblant ses dernières forces, Recto rend les choses claires. La vraie mission du garçon, c'est de changer ce monde pourri. Soudain, un pistolet paralysant retentit. Les apôtres surgissent dans la maison, accusent Rudo du meurtre et l'arrêtent pour homicide. Rudo essaie désespérément de s'expliquer, mais personne ne veut l'écouter, et Recto est déjà pratiquement mort, incapable de défendre le pauvre garçon. Les apôtres le routent de coups pendant qu'il tente de se protéger, jusqu'à ce qu'un des officiers lui assène un coup de poing si fort qu'il le laisse inconscient. Dehors, les voisins murmurent entre eux que Rudo a enfin tué quelqu'un, confirmant leurs soupçons. Il a bien suivi les traces de son père meurtrier. Parmi eux, Chiwa n'arrive pas à croire que son meilleur ami ait pu faire une chose pareille. Au passage, elle lui dit qu'elle ne veut pas que Rudo finisse là-dedans et qu'il devrait écouter davantage Recto, parce que lui aussi tient à lui. En entendant ce « aussi », Rudo se dit que Chiwa laisse entendre qu'elle l'aime bien, elle aussi. Quand il aborde le sujet, tous deux se perdent dans un échange maladroit, rougissant l'un comme l'autre, jusqu'à ce que Chiwa remarque le lapin en peluche dans ses mains. Sans possibilité de fuir, il lui donne le jouet, disant que le lapin serait bien plus heureux avec elle que dans les ordures. Juste après cela, complètement chamboulé, il détale à toute allure pour aller raconter à Recto ce qui vient de se passer, impatient de voir la réaction de son père adoptif. Sur le chemin du retour, il retombe sur les apôtres en patrouille dans le bidonville, rendant tout le monde nerveux. Enfonçant la porte de chez lui, Rudo jure avoir vu Recto à l'entrée pour se rendre compte, trop tard, que son vieil ami est en train de se faire assassiner par la même silhouette mystérieuse qui rôdait autour de leur maison la veille. Pris de panique, Rudo attaque le tueur, mais il est facilement maîtrisé, blessé et forcé d'assister, impuissant, à la fuite du meurtrier. À peine vivant, Recto appelle son fils adoptif, lui suppliant de fuir pour sauver sa vie. Mais paralysé par la peur et la rage, Rudo ne veut rien d'autre que rester pour sauver son ami. Rassemblant ses dernières forces, Recto rend les choses claires. La vraie mission du garçon, c'est de changer ce monde pourri. Soudain, un pistolet paralysant retentit. Les apôtres surgissent dans la maison, accusent Rudo du meurtre et l'arrêtent pour homicide. Rudo essaie désespérément de s'expliquer, mais personne ne veut l'écouter, et Recto est déjà pratiquement mort, incapable de défendre le pauvre garçon. Les apôtres le routent de coups pendant qu'il tente de se protéger, jusqu'à ce qu'un des officiers lui assène un coup de poing si fort qu'il le laisse inconscient. Dehors,
Les voisins murmurent entre eux que Rudo a enfin tué quelqu'un, confirmant leurs soupçons. Il a bien suivi les traces de son père meurtrier. Parmi eux, Chiwa n'arrive pas à croire que son meilleur ami ait pu faire une chose pareille. Les yeux de Rudo se remplirent de terreur lorsqu'il comprit enfin ce que signifiait réellement l'enfer. En repensant à son monde, Rudo avait toujours trouvé étrange que tout le monde soit obsédé par la propreté et la traque des criminels, sans jamais se soucier de ceux qui advenaient de ceux qui étaient jetés dans l'abîme. Beaucoup se demandaient ce qui pouvait bien passer par la tête de quelqu'un pour commettre un crime, sachant qu'il finirait précipité dans cet endroit infernal. Et justement, à cet instant précis, Rudo courait pour sa vie, fuyant désespérément une créature monstrueuse et gigantesque, faite entièrement de déchets. Mais elle ne resta pas seule bien longtemps. D'un simple rugissement, la première bête appela d'autres créatures à se joindre à la chasse. Soudain, Rudo se retrouva encerclé, minuscule face au colosse qui se rapprochait de lui. L'une d'elles bondit, gueule grande ouverte, mais il esquiva de justesse. Ce qui suivit fut une série d'attaques acharnées, l'obligeant à puiser dans ses dernières forces pour rester en vie, tout en se demandant comment quelqu'un avait pu être jeté dans un endroit aussi cauchemardesque. Soudain, la pile de détritus sous ses pieds s'effondra, le faisant chuter violemment et le laissant encore plus vulnérable. Et pour empirer les choses, l'air était si toxique qu'il avait l'impression que ses poumons allaient se consumer s'il continuait à respirer. Cherchant frénétiquement une issue, Rudo aperçut un chemin vaguement dégagé devant lui. Mais en regardant autour, il constata que toutes les voies menaient à encore plus d'immondices. Cette prise de conscience le saisit d'une terreur glaciale, à tel point qu'il vomit du sang, attirant le regard des bêtes monstrueuses. À cet instant, incapable de se relever, Rudo fut envahi par la certitude qu'il allait mourir ici, sans jamais pouvoir accomplir tout ce qu'il voulait. Soudain, une vision de son père adoptif, Rikuto, apparut devant ses yeux. Une image de sa mort rejouait dans son esprit, jusqu'à ce que Rikuto hurle soudainement « Astérisque, non !» Astérisque, ce mot déclencha quelque chose en Rudo, et tout autour de lui, les barres métalliques abandonnées dans la décharge commencèrent à briller, comme si elles l'appelaient. À cet instant précis, Rudo sut qu'il lui restait encore une chose à accomplir. Il saisit une barre de métal et jura de se venger des salauds qui l'avaient jeté ici. Mais plus que tout, il fit le serment de traquer ceux qui avaient tué Rikuto. D'abord, cependant, il devait survivre à cet enfer. Empli de rage, Rudo se jeta sur les monstres de déchets avec une férocité qu'il ne soupçonnait même. Rudo portait des coups qui auraient dû être impossibles pour quelqu'un comme lui, démontrant une force presque irréelle qui lui permettait de tenir tête à des ennemis écrasants. Utilisant tout ce qu'il trouvait, des panneaux de signalisation, des morceaux de tôle, Rudo réussit à infliger assez de dégâts pour abattre plusieurs de ces S-monstres. Un exploit impensable. Serrant l'une de ses armes improvisées, Rudo tomba à genoux, encore accablé par l'odeur nauséabonde de cet enfer de détritus. Et comme si la situation ne pouvait pas empirer, ce qu'il redoutait arriva. Une autre bête de déchets apparut, prête à attaquer. Cette fois, Rudo se montra plus prudent. Il se mit à courir à toute vitesse pour mettre de la distance entre eux. Mais la créature frappa le sol de son pied, projetant des tonnes d'ordures dans les airs et isolant Rudo, emporté par les débris. Après une telle attaque, Rudo semblait fini. Mais, à sa grande surprise, quelqu'un d'autre intervint. Un homme mystérieux, portant un masque à gaz et un parapluie, attrapa Rudo et le lança de l'autre côté de la décharge comme un ballon de foot, comme s'il voulait rétablir l'équilibre. Le mystérieux inconnu lui enfila ensuite un masque à gaz, un geste inattendu qui ne fit qu'ajouter au mystère de son identité. Rudo, déboussolé, l'assaillit de questions. « Tu viens d'ici ? C'est quoi cet endroit ? Et ces monstres ?» Mais l'homme ne répondit pas. Il lui dit simplement de baisser la voix. Rudo, à moitié fou de peur et incapable de se concentrer, n'arrivait pas à comprendre ce que l'homme disait. Avec le masque et le vacarme ambiant, c'était quasiment impossible d'entendre quoi que ce soit. Rudo ne comprenait pas un mot. Agacé, il commença à parler de plus en plus fort, jusqu'à ce que l'étranger perde patience et lui hurle dessus. « Ce n'est pas le monde souterrain, idiot, c'est la surface !» Tout cela, tous ces déchets, avaient été déversés ici par ces foutus célestes là-haut qui n'en ont rien à faire de polluer le monde des autres. Et maintenant, à cause de Rudo, les monstres savaient exactement où ils se trouvaient. Ils sont attirés par le bruit.
16 créatures sont des bêtes maudites, des entités faites de déchets capables de se régénérer avec ceux qui les entourent. On ne peut pas les tuer avec des armes ordinaires. Et à ce moment-là même, l'une de ces bêtes maudites s'approcha, prête à les dévorer tous les deux. L'homme masqué enveloppe son parapluie de flammes, le transformant en une arme bien plus dangereuse maintenant qu'il a laissé exploser sa frustration. Il semble presque détendu. L'heure est venue de faire un peu de ménage. Alors qu'une avalanche de déchets est projetée dans sa direction, il fait tournoyer son parapluie, repoussant chaque projectile, et les dégâts causés par son arme empêchent même la créature de se régénérer. Tout autour, d'autres bêtes gangrenées apparaissent. Mais l'homme ne recule pas d'un pouce. Au contraire, en voyant les monstres foncer sur lui, il les affronte de face, les découpant comme si son parapluie était une lame légendaire. Rudo observe, stupéfait, se demandant si c'est l'arme qui est spéciale ou bien l'homme qui la manie. Dans tous les cas, avec une telle puissance, il pourrait enfin se venger des démons de la surface qui lui ont fait ça. Il ne reste plus qu'une seule bête infectée. Elle rassemble une masse de bave violette dans sa bouche et la crache sur l'homme au parapluie qui s'en protège puis contre-attaque avec une frappe sauvage. Unbreaker, frappe octuple. Le coup est dévastateur. Il décapite la bête et provoque une seconde explosion qui désintègre son corps entier, mettant ainsi fin à ce combat brutal. Le travail accompli, l'homme récupère son parapluie et va voir le garçon perdu. Rudo lui demande qui il estimate. Alors, l'homme enlève son casque et son masque et se présente. « Jin, juste un humble concierge », dit-il dès qu'il découvre son visage. Mais aussitôt, la puanteur l'assaille de plein fouet et il maudit Rudo de l'avoir forcé à faire quelque chose d'aussi insensé. Rudo, de son côté, s'évanouit net. Dans la scène suivante, on assiste à un souvenir d'enfance du jeune garçon. Il rentre de l'école couvert de crasse après s'être fait tabasser par des camarades, simplement parce qu'il avait dit que les objets sont vivants. Recto lui demande s'il s'est défendu, et le garçon répond non, ce qui, en réalité, est exactement la réponse que son tuteur espérait entendre. Rudo se rappelle alors de quelque chose que Recto lui avait dit un jour. « Si tu traites un objet avec soin pendant longtemps, il peut finir par développer une âme. » Et quand il voit le garçon prendre cela au pied de la lettre, croyant vraiment que les choses sont vivantes, Recto lui explique que ce n'est qu'une légende, c'est une histoire inventée pour apprendre aux gens à bien prendre soin de leurs affaires. Mais au fond de lui, l'homme avoue qu'il y croit réellement. Alors qu'il nettoie le garçon avec une serviette, il plaisante en disant que si elle nettoie aussi bien Rudo, c'est peut-être parce qu'elle a une âme. Rudo montre alors tout ce qui l'entoure dans la maison et demande si ces objets ont, eux aussi, une âme. Recto rit et répond que c'est possible, laissant le petit garçon les yeux écarquillés, regardant ses gants et se demandant s'ils possèdent, eux aussi, une âme. Recto ajoute que s'il en prend soin, un jour ils en auront une, c'est certain. À ce moment-là, Rudo se réveille de son rêve, pour se retrouver enchaîné au sol. Il aperçoit l'homme masqué et l'insulte sans détour. Engin, imperturbable, lui demande si c'est vraiment ainsi qu'on remercie quelqu'un qui vient de lui sauver la vie. Alors que Rudo est traîné par ses chaînes, il exige de savoir ce que ce soi-disant sauveur compte faire de lui à présent. Le mystérieux concierge répond qu'il lui rend service en le portant, puisque Rudo était totalement inconscient. Furieux, Rudo hurle qu'il doit retourner à l'étage, mais l'homme hausse simplement les épaules et dit que ce n'est pas possible. Ce que Rudo appelle « en haut », les gens d'ici l'appellent le paradis. Et atteindre le paradis, ce n'est pas une mince affaire, surtout que l'endroit change constamment. Il y a d'autres raisons aussi, mais Enjin n'est pas prêt à les révéler. Il continue de traîner Rudo, lui disant de profiter de l'occasion pour se reposer. De plus en plus impatient, Rudo insiste. Il remontera, peu importe ce qu'Enjin dit. D'ailleurs, le choix de mots d'Enjin, pour l'instant, c'est impossible. Prouve qu'il connaît bel et bien un moyen d'y accéder. De plus en plus agité, le garçon exige d'apprendre tout sur cet endroit et sur les pouvoirs qu'Enjin a utilisés plus tôt, car il compte s'en servir pour se venger de celui qui a tué son père. À ces mots, Enjin retire enfin son casque et avoue qu'il en a assez de l'entendre jacasser sans arrêt. Mais puisque le gamin est si motivé, il va lui montrer exactement dans quel genre d'endroit il se trouve. Enjin traîne alors Rudo jusqu'à une vieille station-service abandonnée, l'y laisse et lui dit « À partir de maintenant, c'est entre tes mains ». Bien sûr, Rudo ne comprend absolument rien à ce qui... Mais il n'a pas le temps de rester là à se poser des questions.
Alors qu'il est désormais seul, il voit des hommes masqués descendre de camions garés près de la station. L'un d'eux, soupçonneux à l'idée que quelqu'un puisse accompagner le garçon, est stupéfait de voir un enfant dans un endroit pareil. En remarquant les vêtements de Rudo, il devine qu'il doit être un céleste et lui demande d'où il vient. Quand Rudo répond qu'il vient du paradis, tous les hommes retirent aussitôt leur masque et se mettent à agir comme s'ils venaient de découvrir un dieu. C'est comme un miracle pour eux. Trouver quelqu'un du paradis ici-bas, et en plus un enfant qui parle leur langue, semble totalement incroyable. Certains pensent qu'il essaie de les piéger, mais l'homme qui se tient devant insiste. Il dit la vérité. Ce même homme commence alors à détacher Rudo, ce qui pousse le garçon à croire que ces gens sont bien plus aimables qu'Anjin. Mais dans la scène suivante, la vérité éclate. Les hommes ont en réalité l'intention d'enchaîner le céleste à l'intérieur de l'un des camions astérisque pour l'empêcher de fuir, car un corps comme le sien vaut une véritable fortune. En fait, un céleste entier rapporte un prix exorbitant. Mais il existe aussi des acheteurs intéressés par les morceaux, les yeux, les bras, les jambes, même ses vêtements. Le chef du groupe explique que les gens achètent des célestes parce que tout le monde les déteste. Le paradis balance tous ses déchets ici, rendant la terre toxique, faisant naître des monstres et transformant la vie en surface en un enfer fait de violence, de chaos et de pollution. C'est pourquoi les bandits ont hâte de voir ce que leur acheteur fera une fois qu'il aura Rudo entre les mains. Pour éviter que le céleste ne meure de faim avant d'être vendu, le chef lui enfonce une poignée d'ordures pourries dans la bouche, se moquant de ce joli garçon du paradis qui n'est sûrement pas habitué à la nourriture de la décharge. Avec un sourire tordu, le bandit force les déchets dans la gorge de Rudo. Mais celui-ci mord violemment, plantant ses dents dans la main de l'homme et lui arrachant 2 doigts. Refusant de se laisser humilier, le céleste mâche la chair crue, peau comprise, puis prend une grande bouchée de la nourriture que les bandits lui avaient redonnée. Déclarant que c'est encore parfaitement comestible, la scène grotesque laisse les hommes figés de stupeur. Rudo déclare alors que tous les humains sont les mêmes, qu'ils viennent du paradis ou de la surface, chacun est capable des pires atrocités, et les gens trouveront toujours un moyen de se diviser en catégories qui les arrangent. Submergé par la rage, entouré d'une étrange énergie qui jaillit autour de lui, Rudo brise les chaînes qui retenaient ses mains, annonçant qu'il refuse de rester là à regarder les autres faire ce qu'ils veulent. Pendant ce temps, Anjin observe la scène avec un sourire, tandis que Rudo trace un X d'énergie magique sur le sol, une preuve que le gardien avait raison à propos de ce gamin. À cet instant précis, Rudo se rappelle encore une fois les paroles de Recto, qu'une chose peut acquérir une âme si elle est chérie pendant longtemps. Anjin, observant avec attention, note que quelqu'un capable de donner vie aux objets est appelé un donneur, et c'est exactement ce que Rudo estimate. Mais le chef des bandits n'a aucune intention de laisser filer un butin aussi précieux. Il ordonne donc à ses hommes de tuer le céleste, si nécessaire. Immédiatement, les hommes se ruent sur Rudo armés de couteaux, mais ce dernier riposte d'un coup de chaîne dévastateur, assez puissant pour écraser quiconque est pris au dépourvu. En voyant cela, l'un des ennemis crie aux autres de viser les chaînes du donneur, affirmant que les gens comme lui ne peuvent conférer des pouvoirs étranges qu'à leurs propres objets. Peu après, un bandit parvient à frapper le bracelet relié à la chaîne et désarme le garçon. Mais Rudo réagit rapidement. Il saisit un pneu et lui insuffle également la vie, au grand désespoir de ses ennemis et pour le plus grand plaisir d'Anjin, qui assiste au combat depuis la touche. Finalement, après avoir écrasé les sbires à l'aide du pneu désormais animé, le donneur s'approche du chef de la bande, qui hurle, exigeant de savoir qui est cet enfant. Le criminel le maudit de toutes les manières possibles. Mais alors que Rudo s'apprête à porter le coup final, Anjin intervient et lui dit de se calmer. À ces mots, les yeux rouges du donneur s'éteignent, et tous les objets flottants autour de lui tombent au sol. Une brique atterrit même en plein sur la tête du bandit, l'assommant net. Sous le choc, Rudo tente de comprendre ce qui vient de se passer. Ce n'est que lorsqu'il se remémore les paroles de Rikuto qu'un déclic semble se produire dans son esprit. Comme si, d'une certaine manière, c'était à travers les gants que tout cela avait pu se produire. En remarquant le sang couler du nez du garçon, Anjin commente que cela doit être difficile de contenir autant de puissance en soi. D'ailleurs, tout l'objectif du plan du gardien était de vérifier si le donneur possédait réellement ce pouvoir.
Et maintenant que tout a été révélé, Engine est prêt à tout lui expliquer, sur le monde d'en bas et sur le pouvoir que Rudo vient de découvrir. En échange, Engine propose à Rudo de devenir un gardien. Mais en entendant cette offre, après quelques secondes de réflexion, le sang coulant encore de son nez, le garçon répond simplement « Non, j'en ai vraiment pas envie ». Engine contacte un autre membre des nettoyeurs à l'aide d'un dispositif de communication fixé à son poignet. Le nettoyeur en question se trouve actuellement dans une zone résidentielle qui ressemble à un vestige de guerre, comme un quartier abandonné après un conflit violent. Il décroche l'appel d'Engine et remarque que ce dernier le contacte rarement. Il en conclut donc qu'il doit se passer quelque chose d'important. Quand il apprend qu'Engine a repéré un gamin avec un potentiel énorme pour devenir un nettoyeur de haut niveau, il n'en croit pas ses oreilles. Engine lui raconte qu'il a trouvé le garçon abandonné par les sphérites dans la zone interdite et qu'il a lui-même été choqué de découvrir que ce gosse possédait des pouvoirs. Il poursuit en expliquant qu'il n'a jamais vu un Séas pareil et que c'est précisément pour cette raison qu'il l'a recruté. Une fois qu'il a terminé de l'informer, Engine met fin à l'appel, promettant à son collègue qu'il lui présentera Rudo très bientôt. Il révèle ensuite qu'il se trouve actuellement dans une salle médicale où un docteur à l'apparence inquiétante est en train de soigner les blessures de Rudo. Rudo, qui écoutait la conversation d'une oreille attentive, confronte alors Engine. Il lui reproche de vouloir le forcer à rejoindre sa secte bizarre, ou peu importe ce que c'est. Engine lui répond calmement qu'il n'est pas vraiment en position de refuser. Mais Rudo ne se laisse pas faire. Il insiste sur le fait qu'il doit remonter jusqu'aux sphérites pour se venger, coûte que coûte. Le médecin, agacé par les hurlements constants de Rudo, lui ordonne de se montrer reconnaissant de ne pas être mort dans la zone interdite. Apparemment, s'il y était resté 1 minute de plus, l'air toxique lui aurait littéralement fait exploser les poumons. Ayant aussi entendu parler de la tentative d'enlèvement dont Rudo a été victime, le médecin exige qu'il se mette à genoux pour remercier Engine de lui avoir sauvé la vie. Engine, ravi de l'idée, encourage aussitôt Rudo à obéir. Rudo, lui, ne peut que penser à quel genre d'homme arrogant et imbu de lui-même il est tombé. Agacé mais curieux, il finit par demander qui est ce vieil homme. Ce à quoi le vieil homme hurle dans ses oreilles, c'est une femme. Elle en a clairement assez de... La médecin, exaspérée, leur demande alors à tous les deux de payer et de quitter sa clinique. Engine paie pour Rudo, et ce dernier, bien que réticent, finit par le remercier. Il en profite pour lui redemander de lui en dire plus sur ce monde étrange. Alors que Rudo précise qu'il n'a absolument pas l'intention de rejoindre la petite troupe de garçons d'Engine, ce dernier s'éloigne tranquillement en lui lançant qu'il est libre désormais, mais il le met aussi en garde. Si quelqu'un découvre qu'il vient de la sphère, il se fera littéralement dévorer vivant. Se rappelant ce qu'il a déjà vécu, notamment lorsqu'on a tenté de l'enlever un peu plus tôt, Rudo comprend qu'il n'a pas vraiment le choix. Il se tait et suit Engine sans protester. Ils traversent une ville abandonnée à l'allure dystopique, un mélange de cyberpunk décrépit et d'ambiance post-apocalyptique. Pourtant, malgré tout, des gens y mènent encore une vie plus ou moins normale, dans des conditions environnementales particulièrement rudes. Engine emmène Rudo dans un petit resto de burgers, lui rappelant au passage qu'il avait vomi partout plus tôt après avoir mangé des déchets. Rudo dévore son burger avec reconnaissance, tout en se demandant comment ce sol peut encore fonctionner correctement. Il s'attendait à ne trouver ici que des montagnes de détritus. Engine lui explique que, sur la surface, en plus des ordures, il y a aussi quelque chose d'autre qui s'accumule, la anima, ou l'énergie des émotions. Parfois, cette ***anima** se transforme naturellement en énergie, et cette énergie peut prendre diverses formes. Par exemple, les bêtes de déchets qui ont failli tuer Rudo. 6 créatures se tiennent généralement près des décharges, mais il arrive qu'elles attaquent les villes. C'est là qu'interviennent les nettoyeurs. Les armes ordinaires sont inutiles contre ces bêtes, car leur noyau est fait d'anima. Seuls des pouvoirs comme ceux d'Engine ou de Rudo peuvent les blesser. Engine lui révèle que ces pouvoirs viennent de ses gants, parce qu'il en a toujours pris soin. Apparemment, l'anima peut habiter les objets traités avec soin, et ces objets sont appelés ici des instruments vitaux. Seuls les donneurs, comme Rudo et Engine, sont capables de faire appel au pouvoir de ces instruments vitaux et de les utiliser pour détruire le noyau d'anima des bêtes. Alors que Rudo assimile peu à peu ces révélations, il comprend avec stupeur que la théorie de Recto,
était juste depuis le début. Engine reparle à Rudo des nettoyeurs, ces individus dont la seule mission est d'exterminer toutes les bêtes immondes. Mais comme ils ne sont pas très nombreux, ils sont toujours désespérément à la recherche de donneurs. Rudo comprend alors pourquoi Engine cherche à le recruter, mais il reste hésitant. Il lui propose donc un marché. Il accepte de se joindre à lui, mais à condition qu'Engine lui apprenne comment retourner vers la sphère. Cependant, Engine affirme qu'il n'en a pas la moindre idée, même s'il pense que son supérieur pourrait peut-être en savoir davantage. Rudo se retrouve alors avec une nouvelle tâche, rencontrer le patron d'Engine. Quoi qu'il en soit, Engine s'intéresse aux gants de Rudo, et ce dernier comprend mieux maintenant pourquoi Rudo accorde tant d'importance à ces objets usés et pourquoi il peut puiser de l'énergie dans plusieurs instruments vitaux. Il lui dit que ces gants possèdent une âme et qu'il doit continuer à les traiter avec respect. Ces paroles ravivent le souvenir de Recto dans l'esprit de Rudo, et il sent les larmes lui monter aux yeux. Mais il se ressaisit, se lève et remercie Engine une fois de plus pour tout ce qu'il a fait pour lui. Voyant que Rudo est bouleversé, Engine tente de lui remonter le moral en lui tendant une bourse pleine d'argent, lui disant d'aller en profiter librement en ville. Rudo hésite à accepter une telle somme, mais Engine lui avoue qu'il a obtenu tout cet argent en revendant ses vêtements. Il précise même qu'il en a utilisé une partie pour payer ses soins et son burger. Rudo est furieux, hors de lui. Et alors qu'il s'apprête à exploser, Engine prend la fuite sans demander son reste, lui annonçant qu'il part rencontrer le nouvel entraîneur de Rudo et qu'il doit attendre sagement d'ici là. Rudo n'en revient pas de l'audace de ce type. Et comme si la journée ne pouvait pas être pire, voilà qu'un chat errant s'empare de la bourse d'argent et s'enfuit avec. Rudo se met à le pourchasser et finit par attraper un bâton pour tenter de l'arrêter dans une ruelle sombre. C'est là qu'un gars nommé Zanka l'aperçoit. D'un ton sec, Zanka exige que Rudo lui rende son bâton. Rudo, exaspéré, lui répond qu'il l'a juste ramassé au hasard et qu'il n'avait de toute façon aucun intérêt pour ce fichu bâton. Quoi que ce soit, Zanka repousse habilement Rudo et, une fois qu'il a récupéré son bâton, il commence à le renifler comme un véritable cinglé. Rudo remarque que ce type étrange porte le même emblème qu'Engine, ce qui signifie qu'il est lui aussi un nettoyeur. Une fois sa séance de reniflage terminée, Zanka se tourne vers Rudo et décide de le punir pour avoir osé voler son trésor. Il transforme son bâton en une arme, qu'il appelle affectueusement son bâton d'assistance adoré, et Rudo comprend alors dans quel pétrin il s'est mis. Heureusement pour lui, Zanka le connaît déjà. Il révèle être celui qu'Engine avait appelé plus tôt au téléphone. Zanka explique aussi qu'Engine lui a confié la tâche d'entraîner Rudo, tout en exprimant sa déception de constater que son nouvel acolyte est un voleur. Rudo essaie de s'expliquer, affirmant qu'il n'a pris le bâton que pour empêcher le chat de s'enfuir avec son argent. Mais Zanka n'en a que faire, affirmant que le père de Rudo ne l'a pas bien éduqué. C'était une erreur. Rudo n'allait certainement pas laisser passer une insulte envers Recto. Ce gars-là a l'air plus fort que lui. Il n'a pas envie de se retrouver en mauvais termes avec un type pareil. Il se rappelle alors ce que Recto lui a déjà dit. « Si tu veux réparer une situation, commence par faire un pas. » Il réalise qu'il a peut-être eu tort. Il a pris le bâton du garçon et ce dernier devait sûrement y être très attaché. C'est donc lui qui a mal agi dès le départ. Et c'est à lui de s'excuser. Il pense à ce qu'il ressentirait si quelqu'un s'emparait de son gant, auquel il tient énormément. Il s'adresse alors à Zanka et reconnaît ses torts. Il explique que ce n'était pas intentionnel, qu'il avait juste besoin du bâton pour récupérer son argent auprès du chat. Zanka se calme immédiatement et lui répond d'un ton posé. Il admet qu'il a surréagi, car ce bâton est un objet très personnel et il n'aime pas que quelqu'un d'autre le touche. Son attitude change radicalement. Il sourit à Rudo et lui dit qu'il a entendu parler de lui, qu'il sait que Rudo est lui aussi un donneur. Zanka lui demande alors quelle est son arme et Rudo lui répond que c'est son gant. Il lui demande s'il peut s'en servir, mais Rudo lui avoue qu'il ne sait pas encore l'utiliser. À ce moment-là, Rudo remarque que le sourire de Zanka disparaît de son visage. Il se demande comment Zanka faisait pour sourire si naturellement et se rappelle que Recto lui avait un jour conseillé d'apprendre à sourire. Il s'était entraîné à sourire dans son monde, alors il se dit que si Zanka peut le faire, lui aussi peut y arriver. Il tente de sourire, mais cela ne donne qu'une expression bizarre. C'est justement à ce moment-là que Zanka lui demande pourquoi il a rejoint les nettoyeurs.
Avec ce faux sourire, Rudo lui répond honnêtement qu'il compte simplement utiliser les nettoyeurs pour atteindre son objectif final. Zanka interprète ce sourire étrange comme une moquerie et se met en colère. Rudo s'en veut. Ce n'était pas son intention, il voulait vraiment bien faire, mais il s'y est mal pris. Il sent la colère monter en lui à son tour, mais il tente de recoller les morceaux. Malheureusement, la situation lui échappe complètement. Furieux, Zanka traite son objectif final de « but complètement stupide ». Ce but, pourtant, c'est la seule chose qui le fait encore tenir debout. Entendre Zanka le ridiculiser comme ça, c'est la goutte de trop. Rudo explose de colère. Il en a assez. La tension monte d'un cran et une nouvelle bagarre éclate. Zanka active son arme et lui avoue qu'il savait, dès leur première rencontre, qu'ils ne pourraient jamais être amis. Il déclare qu'il est temps d'en finir. Le combat commence. De son côté, Rudo en a assez de supporter les idioties de Zanka. Il décide que ça suffit et qu'il est temps de riposter. Il attrape une ventouse accrochée à sa taille et à peine la prend-il en main qu'elle vire aussitôt au rouge. Zanka reste figé de stupeur. Il pensait que le gant était la seule arme de Rudo, mais il comprend maintenant pourquoi Engine avait parlé de lui comme d'un donneur naturel. Rudo a en réalité la capacité rare de transformer plusieurs objets en armes, pas seulement son gant. Dans ce monde, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Zanka réalise que Rudo a du potentiel. Mais si c'est tout ce qu'il a, alors il ne peut toujours pas gagner contre lui. Il le traite de naturel, mais précise aussitôt qu'il n'est pas non plus un amateur. Il fait appel à son bâton qui tombe du ciel comme une comète. Il saisit le bâton ensanglanté et s'élance vers Rudo, qui ne tient qu'une ventouse entre les mains. Une ventouse qu'il ne sait même pas utiliser. Il ne faut pas longtemps à Zanka pour porter un coup. Rudo s'effondre au sol. Il a perdu le combat. Mais ce que Zanka ignore, c'est que Rudo a en réalité remporté la bataille. Alors que Zanka célèbre sa victoire, il remarque quelque chose d'étrange sur son visage. Il essuie, regarde, et découvre avec horreur que la ventouse de Rudo était pleine de caca. Et maintenant, il en a sur le visage. Il est furieux, mais Rudo n'en a encore aucune idée. Rudo se relève et annonce, plein d'entrain, qu'il est temps de passer au deuxième round. Il court après Zanka avec la même ventouse, prêt à reprendre le combat. Mais Zanka est formel. Plus jamais il ne se laissera toucher par du caca, même pour une bataille. Comme tu peux t'en douter, Zanka s'enfuit à toutes jambes. Rudo continue de le poursuivre, persuadé que Zanka a peur de sa puissance. Zanka, lui, hurle qu'il ne doit surtout pas le frapper avec ça. Rudo, toujours dans l'illusion d'avoir pris le dessus, redouble d'enthousiasme. Malheureusement pour Zanka, en tentant de fuir en mode ralenti héroïque, il trébuche et tombe. Et, comme tu peux l'imaginer, Rudo l'atteint en pleine tête avec la ventouse. Une éclaboussure infâme de caca le recouvre entièrement. C'est à cet instant que Rudo comprend enfin ce qui se passe réellement. Les deux restent assis par terre en silence, chacun vaincu à sa manière. Quelques secondes plus tard, Engine passe en voiture et les aperçoit assis côte à côte. Il pense qu'ils ont fini par bien s'entendre. Mais quand il lui explique ce qu'il s'est réellement passé, Engine éclate de rire. Zanka, lui, bouillonne de rage, recouvert de déjection. Rudo, un peu dépité, se rend compte qu'il pensait être fort, alors que Zanka fuyait juste une ventouse pleine de merde. Alors qu'Engine les ramène en voiture, toujours hilar, il leur annonce la nouvelle. Même si leur rencontre a été mouvementée, ils vont devoir travailler ensemble. Il révèle que Zanka est le meilleur entraîneur que Rudo puisse espérer. Zanka retrouve aussitôt le sourire, tout fier d'être reconnu comme un donneur de haut niveau. Soudain, une jeune femme dans la voiture, Rio, elle aussi nettoyeuse, se redresse lorsque Engine prononce son nom. Elle regarde Rudo, remarque que ses cheveux sont différents, mais ajoute que c'est naturel. Puis, sans prévenir, elle commence à toucher ses cheveux, ce qui fait rougir Rudo d'excitation. Après une première journée mouvementée et salissante en tant que nettoyeur, Engine les conduit tous en direction du QG des Cleaners. Quel genre d'aventure! Engine traverse plusieurs villes détruites avant d'arriver à un tunnel fortifié qui perce une immense paroi rocheuse. Une fois de l'autre côté, tout le monde descend de la voiture. Et Engine souhaite la bienvenue à Rudo au quartier général des Cleaners. Rudo, encore sous le choc après que Ryu ait joué avec ses cheveux, commence à marcher vers le bâtiment. Deux mouches se mettent alors à tournoyer autour de lui. À l'intérieur, une réceptionniste à la peau bronzée,
habillée comme une momie, lit tranquillement un magazine Playboy. Injin la présente à Rudo. Elle s'appelle Semiu. Il lui explique qu'elle examine personnellement chaque nouvel arrivant, mais à peine a-t-il commencé à parler de son pouvoir qu'elle plante sa fourchette vers Rudo et tue net les 2 mouches qui le suivaient. Rudo, bouche bée, ne sait pas quoi dire. Semiu le salue enfin, affirmant qu'Injin lui a déjà tout raconté sur lui, mais qu'elle doit le juger de ses propres yeux pour évaluer son potentiel. Alors qu'elle ajuste ses lunettes, Injin précise qu'il s'agit d'instruments vitaux qui augmentent sa vision. Si elle se concentre, elle peut voir de quoi une personne est faite. C'est une surprise pour Rudo, mais il n'a pas le temps de digérer l'information car Semiu active ses lunettes et scrute son potentiel. À peine quelques secondes plus tard, elle éteint brusquement son pouvoir, visiblement choquée par ce qu'elle a vu. Quand Injin lui demande ce qu'elle a perçu, elle répond que Rudo est déjà athlétique et n'a pas besoin d'entraînement physique. Elle ajoute qu'il a une bonne relation avec son instrument vital, même s'il doit encore apprendre à bien s'en servir. Injin sent qu'elle cache quelque chose. Après un court silence, Semiu finit par dire que Rudo a du caca derrière la nuque. Injin éclate de rire en entendant ça, puis décide d'emmener Rudo rencontrer le patron. Mais Rudo jette un regard vers Semiu en partant, convaincu qu'elle ne lui a pas tout dit. Sur le chemin, Injin lui explique qu'il y a 100 de cleaners en tout, répartis entre combattants, gardes et soutiens. Cependant, la plupart sont dispersés à cause des missions, donc peu sont présents au QG à un moment donné. Il dit à Rudo qu'il pourra rencontrer quelques-uns d'entre eux, que cela ne prendra pas longtemps. Mais en ouvrant la porte du salon, il tombe sur une foule de cleaners. Pris de court, il referme immédiatement la porte, préférant reporter les présentations à plus tard. Ils finissent par arriver devant la porte du bureau du chef, mais avant d'entrer, Injin avertit Rudo. Il ne doit pas commencer la conversation en demandant comment retourner dans la sphère. Il lui explique qu'une telle information a un prix et qu'il doit d'abord proposer quelque chose en échange, comme promettre de travailler en tant que cleaner. Injin ajoute aussi de ne surtout pas poser de questions sur l'instrument vital du boss, car personne ne sait ce que c'est ni quel pouvoir il détient. La curiosité de Rudo envers ce mystérieux chef s'éveille. Mais lorsqu'il entre, la pièce est vide. Peu après, Semiu les rejoint et leur annonce que le boss est actuellement en mission et qu'il ne reviendra pas avant quelques jours. Rudo est déconcerté, mais Injin, lui, n'a pas l'air surpris. C'est tout à fait normal, selon lui. Il dit à Rudo qu'il va devoir patienter un peu avant de pouvoir rencontrer le chef. Rudo s'énerve. Que va-t-il bien pouvoir faire entre-temps ? C'est alors que Ryu surgit, toute souriante, et lui propose de venir observer son travail. Elle précise qu'il ne pourra pas devenir un cleaner tant que le chef ne l'aura pas approuvé. Donc, en attendant, il peut la suivre comme un stagiaire. Et ça l'arrange bien, car elle aussi veut en apprendre davantage sur lui. Rudo, déboussolé, sent son cerveau se mettre en pause. Il n'a jamais reçu autant d'attention féminine de sa vie. Il se contente donc de la suivre sans dire un mot. Ils se rendent dans la salle de stratégie où Semiu leur explique qu'une petite ville proche d'une zone polluée a demandé de l'aide. Des créatures appelées « bestioles à ordures » ont été repérées aux abords. Rudo, intrigué, demande « ce qu'est une zone polluée ». Semiu comprend alors qu'Injin n'a même pas pris le temps de lui expliquer les bases. Elle lui apprend que le monde est divisé en 2 types de territoires, les zones sûres, où la vie humaine est possible, et les zones polluées, infestées de déchets et de créatures hostiles. L'endroit où Rudo s'est écrasé, par exemple, est une terre interdite, une zone extrêmement dangereuse où la plupart des gens mourraient dès qu'ils y mettent le pied. Elle lui tend ensuite un masque, le mettant en garde. Dans les zones polluées, il devra toujours porter ce masque. Sinon, les gaz toxiques pourraient le tuer en moins de 15 minutes. Plus tard, Rudo rejoint Ryu et son équipe pour leur mission. Elle lui ordonne de rester près d'elle à tout moment pour qu'il puisse apprendre au maximum. Même s'il n'est pas très à l'aise, une autre inquiétude lui vient à l'esprit. Combien de temps a-t-il passé dans cette terre interdite ? Et combien de poison a-t-il respiré ? 6 pensées dérivent vers la décharge qui s'étale devant eux.
Et il se demande alors: est-ce que les gens dans la sphère savent qu'il y a des humains qui... Mais pour Rudo, tout cela importe peu, car ce qui compte vraiment à ses yeux, c'est la décharge elle-même. À ses yeux, ce n'est pas simplement un tas d'ordures, mais un véritable trésor, un lieu où il peut trouver des objets encore utilisables, les réparer et surtout le faire sans que personne ne le gronde. Il rattrape alors Ryu et lui demande qui sont les autres personnes de son équipe. Elle lui répond qu'il s'agit de supporter. Ils n'ont pas de pouvoirs spéciaux comme les combattants, mais ils sont essentiels au bon déroulement des missions. L'un des supporters tend la main à Rudo pour une poignée de main. Rudo l'accepte timidement. Mais à peine a-t-il serré sa main que l'autre la broie de toutes ses forces. Alors qu'il se tord de douleur, Ryu éclate de rire, expliquant que ce type a une force de préhension phénoménale. Il peut littéralement déchirer la carapace d'une bête à ordures à main nue. À ce moment-là, Rudo est convaincu. Il ne tiendra pas longtemps avec cette folle furieuse. Mais bientôt, un des supporters crie « Les bêtes à ordures approchent ». Rudo se concentre, bien décidé à observer attentivement pour apprendre autant que possible. Un groupe de petites bêtes caprines sort alors de la sinistre forêt d'ordures. Pris de panique, Rudo demande à Ryu comment ils vont pouvoir gérer autant d'ennemis. Ryu lui répond calmement de ne pas s'inquiéter. Ce ne sont que de faibles créatures lentes, incapables même de franchir la barrière en bois. Elle a raison. Les chèvres de déchets se ruent sur la clôture, mais échouent à la briser, jusqu'à ce que la deuxième vague débarque. Plus massive, plus féroce. Les nouvelles créatures commencent à pousser contre la clôture, qui commence à céder. Rudo, paniqué, demande encore une fois ce qu'ils doivent faire. Mais Ryu garde son calme. Elle dit que ces bêtes sont juste un peu plus solides que les précédentes, parfaites pour entraîner un débutant comme lui. Elle ajoute en riant qu'ils n'ont qu'à terminer le nettoyage rapidement et retourner au QG pour faire la fête en son honneur. Rudo est abasourdi. Comment peut-elle rester aussi détendue en risquant sa vie chaque jour? Ryu lui répond que s'il veut survivre à la surface, il doit apprendre à voir le monde avec optimisme. C'est là que Rudo comprend. Injin est pareil. Et peut-être que c'est justement ce qui lui manquait jusqu'ici. Il décide alors d'adopter lui aussi cette attitude plus détachée, plus détendue. Mais à ce moment précis, un énorme monstre d'ordures surgit, défonce la barricade, et même Ryu commence à paniquer. Rudo se tourne vers elle, cherchant un signe rassurant. Mais elle s'écrie émerveillée. « Cette bête est incroyable! J'ai jamais vu un monstre aussi stylé! » Ryu avoue que ce n'est pas le meilleur type d'adversaire pour enseigner à un débutant, mais elle compte bien s'amuser à le combattre. Elle sort alors ses ciseaux, son instrument vital, et Rudo, complètement abasourdi, la regarde sans comprendre. Elle active ses ciseaux, puis les lance dans le ciel. Là, ils deviennent immenses, leurs lames encore plus tranchantes qu'avant. Elle les attrape avec sa jambe et fonce à toute vitesse sur la horde de monstres, taillant dans le tas d'un seul coup de pied cisaillant. Rudo n'arrive même pas à suivre ce qu'il se passe. L'un des supporters lui explique alors que l'instrument vital de Ryu s'appelle le Reaper et qu'elle est unique en son genre, car elle le manie avec ses pieds, contrairement à la plupart des gens. Rudo comprend alors que chaque personne utilise son instrument vital à sa manière, quand soudain le type à la poignée de main d'acier lui dit de faire plus attention à ceux qui l'entourent. Trop tard. Une bête à ordures de niveau 2 fonce droit sur lui. Heureusement, le supporter intervient juste à temps, attrape la créature à main nue, lui écrase la tête, puis la jette vers Ryu, qui la découpe proprement avec ses ciseaux. Ryu demande aux supporters de lui envoyer encore plus de bêtes, ce qu'ils font sans hésiter, lui lançant les monstres comme s'ils ne pesaient rien. Pendant que Rudo essaie de digérer tout ce qu'il vient de voir et découvre à quel point les cleaners sont redoutables, Ryu a déjà éliminé toutes les petites créatures. Il ne reste plus que le monstre boss. Les supporters s'organisent pour neutraliser toute menace secondaire et se dispersent. Mais Rudo remarque qu'une des créatures soi-disant assommées se réveille. Elle fait trébucher un supporter et lui saute dessus. L'homme est pris au piège.
incapable d'esquiver. Mais cette fois, Rudo intervient. Il crie qu'il va prouver sa valeur, dans l'espoir d'obtenir les informations qu'il cherche plus rapidement. Il serre un tuyau de fer dans ses mains, qui se transforme soudainement en barricade hérissée de pointes. Rudo est surpris. Il comprend alors qu'il a toujours utilisé son pouvoir instinctivement, sans vraiment savoir comment il fonctionne. Mais il est trop tard pour réfléchir. La bête à ordures lui fonce dessus, l'écrasant presque sous son poids. Juste à ce moment-là, Ryu arrive et achève la créature en un instant. Elle félicite Rudo pour avoir suivi son instinct pour sauver quelqu'un d'autre, disant que c'est la bonne attitude à avoir. Le supporter secouru la remercie et lui demande si elle a réussi à vaincre le grand monstre. Ryu répond qu'elle l'a coupé en deux, mais étrangement, il tient toujours debout. Elle ne comprend pas comment il peut survivre à son attaque, d'autant plus qu'elle est certaine d'avoir visé le noyau. Elle décide alors de le découper en petits morceaux, histoire de le rendre totalement inoffensif. Les supporters, quant à eux, notent que cette créature pourrait bien appartenir à une nouvelle catégorie, une bête immune aux instruments vitaux. Ils prennent la décision de prévenir les villes voisines au plus vite. Souhaites-tu que je continue la suite avec la réaction du QG ou la suite du développement? Pendant ce temps, Ryu fonce droit sur le monstre géant, tandis que Rudo reste figé au milieu, désemparé, car personne ne lui dit quoi faire. Ryu bondit alors sur la créature de déchets et atterrit directement sur son visage. D'un saut agile, elle grimpe sur sa tête et commence à trancher tous les tuyaux qui en dépassent. Après avoir rendu le monstre chauve, elle remarque une lueur étrange sous ses pieds. Elle comprend aussitôt qu'il s'agit du noyau que la créature essayait désespérément de cacher. Cependant, avant qu'elle ne puisse attaquer, le monstre de déchets se met à bouger violemment et parvient à la projeter loin de lui. Il réattache ensuite ses tuyaux sur sa tête, puis se met à frapper violemment le sol avec sa mâchoire. Malgré cela, Ryu parvient à s'agripper tant bien que mal. Mais soudain, la créature redirige son attaque vers Rudo et les soutient. Rudo, paralysé par la peur, regarde les tuyaux métalliques foncer sur lui. Par chance, il n'est pas touché de plein fouet, mais le sol sous ses pieds est pulvérisé par les attaques, et il tombe dans un gouffre. Alors qu'il chute, il se demande ce qu'il est en train de faire. Il pense qu'à ce rythme, il ne pourra jamais venger Recto ni les autres prisonniers du Sphère. L'obscurité commence peu à peu à envahir son esprit. Mais c'est à ce moment-là que le soutien vient le sauver, le tirant de justesse du trou et du désespoir. Il le porte sur son épaule et lui dit que s'il a un but, il ne doit pas se figer, mais courir vers lui tant qu'il en a encore la force. Il lui demande de prendre exemple sur les soutiens. Eux n'ont aucun pouvoir, et pourtant, ils continuent de faire leur travail, sans jamais s'arrêter. À cet instant, Rudo aperçoit Ryu en train de taillader de nouveau le monstre. À en juger par les hurlements de la créature, elle a visiblement trouvé son point faible. Elle saute très haut dans les airs, puis retombe en piqué vers la tête du monstre. Elle le transperce de sa grande paire de ciseaux et arrache son noyau. Dès qu'elle touche le sol et détruit le noyau, le monstre se transforme soudainement en cendres. Le soutien accourt aussitôt vers elle et lui demande comment elle a fait pour vaincre la bête. Ryu répond qu'elle n'a pas touché au noyau, mais à autre chose. Elle tient alors un cutter en carton dans sa main et dit que c'était ça, la véritable source d'énergie du monstre. Le soutien n'en revient pas, il reconnaît l'objet. C'est un outil essentiel, un instrument vital même. Cela n'a absolument aucun sens pour une créature de déchets d'en posséder un. Pendant ce temps, le chef des bandits, ceux qui comptaient vendre Rudo, se réveille brusquement dans une pièce faiblement éclairée. Il ne comprend pas où il est, lorsqu'un homme, assis sur un canapé en face de lui, prend la parole et lui demande où se trouve le gamin du Sphère dont il a parlé dans son sommeil.